bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Monsieur le bâtonnier, Papa Moussa Félix Sow, monsieur le directeur exécutif de l'Harmattan, docteur Abdoulaye, mesdames et messieurs, chers amis, chers parents, mesdames et messieurs en vos rangs et grades respectifs, chers invités, en vous souhaitant la bienvenue comme l'a déjà fait monsieur l'administrateur de l'Harmattan Sénégal, je voudrais surtout vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de dédicace de mon ouvrage. Le Sénégal à l'orée de l'exploitation pétrolière et gazière offshore, les fonds marins, patrimoine commun de l'humanité. Je suis vraiment ravi. Et là, je voudrais un instant m'adresser à mes jeunes frères qui sont dans la salle. Vous dire d'ailleurs à tous déjà que j'ai la chance d'avoir été formé par un homme que j'ai rencontré pour la première fois lorsque j'ai terminé mes études de droit maritime dans le bureau d'un célèbre magistrat de l'époque. À l'époque, le tribunal de Dakar organisait des audiences de droit maritime le samedi. Et le juge qui était affecté à l'audience de flagrant délit était M. Mansour Tall. Mansour Tall, qui est d'ailleurs mon beau-frère, parce que c'est le beau-frère de mon propre frère, Maître Hassan Diomaye, qui est aussi avocat. Dès que j'ai rencontré Maître Pape Mondoulo, dans le bureau de Mansour Tall, nous avons discuté ensemble. Et Mansour m'a dit que voilà, il vient de rentrer, il a fait l'école des avocats, parce que moi, après, j'avais fait l'école des avocats en France. Il a fait l'école des avocats en France, mais vous, votre cabinet, c'est un cabinet pratiquement spécialisé en droit des activités maritimes. Et curieusement, lorsque moi je rentrais, mes professeurs au centre d'études de droit d'économie de la mer m'avaient mis en rapport avec un avocat. Je ne connaissais pas un avocat qui était sur la place de Dakar, qui s'appelait Reis, qui avait un cabinet, Gabol de Reis, avec un certain Gabol. Avant de venir voir Mansour Tall, je suis passé, j'ai demandé, parce que j'avais perdu mes traces sur Dakar, j'ai demandé le cabinet de Reis. Je suis allé là-bas, c'est Maître Gabol qui m'a reçu, en me disant que je suis désolé, mon confrère Reis, qui était mon associé, est rentré. Et rentrer en France. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les dossiers de banque, mais le droit maritime, ça ne m'intéresse pas trop. C'est Reis qui en faisait, mais Reis est parti. Donc, du cabinet de Maître Gabon, je suis allé au tribunal voir mon ami Mansour Tall. Et c'est là où j'ai trouvé Maître. Je ne vais pas aller loin sur cet aspect. Je ne veux pas. Je sais qu'il parle d'humilité, mais c'est lui qui me l'a appris. Je ne veux pas donc le forcer. Avec tout le respect que je lui donne. Je le connais très bien. Mais Maître Long m'a pris aussitôt dans son cabinet et depuis lors m'a formé. Je dis depuis lors m'a formé parce qu'il continue aujourd'hui encore de me former. Parce que depuis lors, ça remonte à plus de 30 ans. Mais moi, pour les jeunes, je disais tantôt que je m'adresse aux jeunes. Depuis qu'il m'a formé, chaque mois de Ramadan, les premiers jours, je le passe chez lui. Il m'apprend de ces choses que personne ne peut imaginer. C'est lui qui m'a appris à tenir mon épouse. Je vous le dis, c'est sincère. Qui malheureusement, qui n'est pas là parce qu'elle est en mission à l'étranger. C'est lui qui m'a appris à éduquer mes enfants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, mon fils aîné enseigne le droit des marchés publics à l'université de Haute-Alsace. Celle qui suit, Mambiara Bousso, qui j'ai donné le nom de ma mère, et bien entendu à la Sainte Mambiara Bousso. Elle est docteur en médecine. Elle officie à l'hôpital de Fann.
Le troisième est un garçon, je lui ai donné le nom de notre prophète bien-aimé, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed est à l'école normale supérieure de chimie. Il se spécialise en chimie des matériaux en Haute-Alsace, également à Mulhouse, l'école normale supérieure de chimie de Mulhouse. Il a fait les grandes écoles préparatoires. Tout cela pour vous dire ce qui m'a impliqué. Et pour la construction de ma maison, pratiquement c'est lui même qui m'a donné le plan, qui a fait le plan. Et j'ai raconté une conférence, j'ai dit, mais moi, mon patron là, je pensais le connaître, mais moi, je sais pas. Il m'a dit, mais toi, tu ne savais pas que c'était un dessinateur hors pair. Non, je dis, je ne savais pas. Moi, j'étais allé le voir pour recueillir des conseils pour ne pas faire des réponses. Mais je ne savais pas qu'il était aussi calé en dessin. Bref, j'ai encore la chance d'avoir rencontré Maître Papa Moussa Félix Sow. C'est lui, Maître Papa Moussa Félix Sow, qui m'a permis, lorsqu'il était bâtonnier en exercice, d'enseigner le droit maritime. Il m'a fait confiance. Donc j'enseignais le droit maritime à l'école des avocats, à l'Institut de formation professionnelle des avocats. Parce que Maître Papa Moussa Félix Sow, lorsqu'il a été élu bâtonnier, la première chose qu'il a fait, c'est de développer l'école des avocats. Et surtout d'installer une bibliothèque. C'est quelqu'un qui aime la recherche. Il m'a permis de dispenser des cours en droit maritime. Et en même temps que j'ai dispensé des cours en droit maritime, il me rectifiait. Il me donnait des conseils. Il me mettait sur des pistes qui me permettaient de m'exprimer même à l'étranger. Il m'a connu 2 fois à l'étranger. Une première fois, il m'a permis de faire un tour juridique. Parce que je me mets dans les pays anglo-saxons, c'est lui qui m'a mis sur ce plan. Parce que je maîtrisais parfaitement l'anglais et il m'a aidé à me permettre d'avoir une bourse du British Council. Après ça, il m'a permis d'aller au barreau de Marseille pour approfondir mes connaissances pratiques en droit maritime. Donc pratiquement, ce livre doit beaucoup de choses à Maître Papa Moussa Félix. Cela dit, mesdames, messieurs, alors, je ne vais pas proprement vous parler de l'ouvrage. Je vous laisse le lire allègrement, parce que beaucoup d'entre vous, sinon tous, m'apportant votre soutien, vous avez acquis le livre, et peut-être même que vous l'avez déjà lu. Je vais évoquer 2 perspectives majeures qu'il ouvre et qui me semblent extrêmement importantes pour notre pays. 1. La protection de notre écosystème marin. Vous remarquerez que je commence par les questions soulevées à la fin de l'ouvrage. Si vous avez l'ouvrage, vous remarquez que ce débat sur l'écosystème marin, je l'aborde à la fin de l'ouvrage. J'inverse. Pour une simple raison d'intérêt pratique. En effet, je pose une question. Est-ce que l'exploitation du pétrole et du gaz offshore vaut mieux que les ressources naturelles, notamment halieutiques, dont on dispose déjà? Vous voyez pourquoi je pose cette question? C'est une question fondamentale que le livre évoque. Parce que vous savez que l'exploitation du pétrole et du gaz, ça demande, ne serait-ce par exemple mettre des dynamiques au fond des mers pour rechercher le pétrole, et les navires qui transportent le pétrole vers les unités de transformation, c'est des navires souvent qui peuvent faire des accidents en mer et qui peuvent déverser le pétrole en mer. Je vous donne un exemple dans le livre d'ailleurs, c'est l'exemple de l'Amoco Cadiz. L'Amoco Cadiz, c'est un navire américain, parce que ça appartient à la société américaine Amoco Transport Corporation International. Mais l'Amoco Cadiz, en 1978, après un avarie de gouvernail sur les côtes bretonnes, et a déversé tout son pétrole sur
les côtes bretonnes autour de Port-Salut. Autour de Port-Salut. Notamment à l'entrée du port même de Port-Salut. J'ai eu l'avantage d'avoir, en 1986, visité les côtes autour de Port-Salut et de venir dans un navire jusqu'au port de Port-Salut, jusqu'où l'Apocalypse avait fait cette avarie de gouvernail. Mais je vous dis, ça c'est donc pratiquement de 1978 à 1986, mais lorsque j'arrivais sur les côtes de Port-Salut, même les côtes étaient encore souillées. Pendant plus de 10 ans, les côtes étaient encore souillées. Pour vous dire, évidemment, je ne vais pas jusqu'à parler de malédiction du pétrole, mais le pétrole, c'est à manier avec beaucoup de dextérité et à faire attention sur notre environnement. Quelle que soit son importance pour nous, pour le développement, il faut beaucoup faire attention à cela. J'attire l'attention de tout le monde sur ça. Et maintenant, il y a un adage qui dit un qui tient vaut mieux que deux tu l'auras. Maintenant, nous avons nos ressources halieutiques qui nous permettent pour le moment de vivre. C'est la deuxième richesse après la refine, le poisson et nos pêcheurs artisanaux. Vous savez que ces navires, ces bâtiments de mer sont tellement grands et puissants qu'ils peuvent rencontrer des pirogues artisanales et ils les écrasent. Je ne parle même pas du danger humain, mais ce sera aussi l'occasion d'une catastrophe extraordinaire qui peut atteindre sur le milieu marin. Et surtout que là où il y a le gaz, fondamentalement, il y a le pétrole là-bas aussi, ce qu'on appelle GTA, pour nos ressources nationales. Au niveau du GTA, c'est là où il y a beaucoup plus de risques, parce qu'il y a là, entre la frontière, entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est là où il y a le gaz. Et c'est là où les navires vont aller circuler, et c'est là où il y a beaucoup plus de pêcheurs, non parlant de Bernard, pas payé dans la salle. C'est pour ça que je dis, il faut former nos pêcheurs encore qu'il est temps. Il faut les former, parce que ce que les pêcheurs ignorent, ce que peut-être, je vous le dis respectivement, beaucoup de gens dans la salle ne savent pas, c'est que, comme les routes là, où passe le BRT, vous l'imaginez là, l'imaginez pas peut-être, mais en mer, il y a des routes. En mer, il y a des routes comme les routes du BRT, comme la VDN. Il y a des routes en mer. Et les navires, surtout les navires gros porteurs, empruntent ces routes. Et c'est ce qu'on appelle en matière maritime le dispositif de trafic. Il y a le dispositif de trafic, mais nos pauvres pêcheurs ne maîtrisent pas le dispositif de trafic. Il faut le apprendre. Ils vont en mer, le souci c'est simplement de chercher du poisson. Ils peuvent transgresser le dispositif de trafic et là c'est l'accident, c'est l'abordage. Il y a aussi la qualité de l'embarcation. Je l'aborde dans l'ouvrage, la qualité de l'embarcation. C'est des embarcations en forme de troncal. Il est temps qu'on envisage des pirogues en fibre de verre. Il y a des recherches élaborées. Si vous allez à la marine marchande, j'y allais souvent faire des recherches du temps du docteur Gay. Il y a des travaux qui sont élaborés pour concevoir des pirogues en fibre de verre plus résistantes. Bon, je ne veux pas encore extraver sur ce premier point. Je parlais de deux perspectives majeures. C'est ça le débat. Pétrole, gaz, oui, c'est beaucoup de richesses, mais il faut qu'on fasse attention. Il faut que cela soit encadré. Et pour tout le monde, j'invite tout le monde à réfléchir sur cela. J'invite à un engagement collectif. Deuxième point, la protection de nos ressources marines. Elle est d'autant plus importante que conformément à l'article 25.1 de la Constitution, nos ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être sauvegardées au profit
des générations futures. Il faut donc certes les exploiter, mais surtout les protéger. Pour protéger ces ressources. C'est là où intervient justement l'extrême question des nodules polymétalliques. Je parle dans le livre, dès le début d'ailleurs, de ces nodules polymétalliques. Peut-être que là également, beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce que c'est les nodules polymétalliques. Alors, les nodules polymétalliques, c'est de petites graines, de petites concrétions qu'on trouve au fond des mers. On les trouve beaucoup plus dans le Pacifique Sud, fond des mers, dans la dorsale de l'Omonso, en bas, dans les fonds marins. Vous trouvez ces petites graines, 3 milliers de tonnes par mètre carré dans ce secteur-là. Et on dit au Sénégal, des recherches éprouvées, on dit qu'au Sénégal, il y a une concentration énorme de nodules polymétalliques au fond des mers à Sangomar. Sangomar enjambe même les eaux qui constituent aujourd'hui la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. D'où le conflit entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Parce qu'au-delà du pétrole qui se trouve à Sangomar, on parle du bloc de Sangomar, au-delà de ce pétrole, il faut que nos autorités soient vigilantes. Parce que les amis qui vont chercher le pétrole à Sangomar, eux c'est des spécialistes. Ils connaissent les nodules polymétalliques. Chercher du pétrole, ils ne vont pas s'en limiter. Ils vont ramasser les nodules polymétalliques et nous dévériter par rapport à ces nodules polymétalliques. Et les nodules polymétalliques, en définitive, on parle de pétrole, gaz, mais les nodules polymétalliques sont plus intéressants que le pétrole. Le gaz, c'est plus cher. Parce que sur une compression de nodules polymétalliques, vous pouvez trouver les métaux les plus rares qu'on ne trouve même plus sur Terre. Le magnésium, le textile, le manganèse, l'uranium. Les puissances, les grandes puissances en raffolent. C'est comme ça qu'on construit les bombes atomiques et autres. Et aujourd'hui, les téléphones portables sont arrivés à un stade où vous allez avoir une puce sur la base de nodules polymétalliques. Vous avez une puce extraordinaire. C'est les téléphones de dernière génération. Donc les nodules polymétalliques sont extrêmement importants. Le nodule vient du latin nodus qui veut dire petit. Il faut payer à ça. Par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz, il faut voir ce qui sort de nos fonds marins. Et là également, j'invite tout le monde à un engagement collectif, à sensibiliser, à surveiller, à faire des efforts, je dirais en Wolof, nous bàyyi ci xel, ñun ñëpp. C'est un enjeu de taille. Et vous le voyez dans l'ouvrage. Maintenant, j'ai procédé tantôt le conflit entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Heureusement que ce conflit est réglé. Aujourd'hui, il a été réglé d'ailleurs par la Cour internationale de justice qui a produit un arrêt pour la délimitation de la frontière maritime entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le reste, c'est la diplomatie qui règle cela. Je crois que de l'autre côté, ils sont très conscients de ce qu'il y a au fond des mers, aux encablures de Sangomar, au-delà du pétrole et du gaz. Alors, je termine. Il y a une coïncidence heureuse, parce qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté. Vous avez vu d'ailleurs mes deux axes. Protection de notre écosystème marin, protection de nos ressources marines, donc toujours protection. Et aujourd'hui, le mot qui est en vogue dans la gouvernance de nos pays africains, c'est la souveraineté. Seulement, vous voyez que le livre
l'ouvrage que j'ai produit, mesdames, messieurs, va au-delà de la souveraineté. Il est dans la défense économique. Le débat que je pose aujourd'hui, c'est au-delà de la souveraineté. La souveraineté, c'est étatique, c'est la politique basique. Et je vous invite à une défense économique de notre nation. En regardant, en surveillant notre environnement et en regardant ce qui, puisque nous n'avons pas d'environnement, mais je pense que la première chose qu'il va falloir faire lorsque les ressources commenceront à tomber, c'est de pouvoir transformer le pétrole chez nous, ici. Ici. C'est le même moyen d'éviter qu'on rate nos modules polymétalliques et autres. Donc c'est à ces deux questions majeures que je vous invite, mesdames et messieurs. Vive le Sénégal. Vive la coopération stratégique. Et en vous remerciant encore une fois.